Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire continue sa montée en puissance avec le 11e avion de sa flotte, un Airbus 319, réceptionné dans la nuit de jeudi à vendredi. Et les rangs de la gendarmerie vont s'agrandir avec 1400 élèves sous-officiers sur les rangs. Ils ont été déclarés aptes après la formation commune. Et après le bac, il faut réfléchir à quelle direction prendre. Nous ferons le tour de quelques salons d'orientation où élèves et parents sont venus nombreux en quête de solutions. Mesdames et messieurs, bonsoir. La compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire a reçu dans la nuit de jeudi à vendredi un nouvel avion de type A319. Cet appareil qui vient renforcer la flotte de la compagnie a été reçu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est 23h30 quand le nouvel Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire se pose sur le tarmac. L'appareil vient de parcourir la distance Johannesburg-Abidjan en un peu plus de 7 heures de vol, sans escale. Au sol, le cérémonial d'accueil est bien en place au parking 11 pour recevoir le nouveau bijou, avec en première ligne le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire. À peine immobilisé, que les responsables de la compagnie se précipitent à bord pour toucher du doigt tout le confort offert aux futurs passagers. Cette nouvelle acquisition marque l'ambition de la compagnie aérienne ivoirienne d'occuper la place de leader en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, les pays qui nous entourent, les compagnies ont quelques difficultés. Alors nous avons le devoir de nous placer et de faire en sorte qu'on puisse effectivement combler le vide. Et c'est ce que, avec ces avions, c'est ce que nous allons faire. Le programme va changer considérablement d'ici à la fin de l'année. Sur certains tronçons, nous allons doubler donc les vols. D'ici à la fin de l'année, on pense en décembre faire le long courrier avec le gros avion, c'est-à-dire le 330-900 que nous allons recevoir au mois de décembre. Et donc pour cela, il faut que cet avion il soit entouré des avions de type 319. Le commandant Joseph Kini, pilote et instructeur à Air Côte d'Ivoire et son copilote, était aux commandes du 4e A319, livré ce jeudi à la compagnie ivoirienne. Il a donc eu l'occasion pendant 7 heures de vol d'évaluer la qualité et les performances de cet appareil. Un matériel de qualité, un appareil fiable, ça veut dire qu'on pourra aller très loin d'un trait, donc quasiment couvrir notre réseau jusqu'à Kinshasa sans devoir s'arrêter. Un appareil confortable, donc bien climatisé, qui va pouvoir aller jusqu'à Johannesburg s'il le faut. Des affrètements qui pourront se faire au bénéfice des joueurs par exemple, de tout autre opérateur économique qui viendrait à vouloir s'étendre dans le régional. Un outil en tout cas de choix qui marche très bien et qui ne demande qu'à servir nos populations. Ce nouvel aéronef porte à 11 le nombre d'avions de la flotte d'Air Côte d'Ivoire, une flotte composée désormais de 7 Airbus, dont 4 A319, 3 A320 et de 4 bombardiers Q400. Le 12e sera probablement livré en fin d'année 2024. Et direction à présent Torogué, dans la région du Haut-Sassandra, où l'illustre école de formation au métier des armes va mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire l'an prochain 1407 gendarmes. Ces nouvelles recrues aptes à la formation commune ont été présentées ce vendredi 12 juillet au drapeau. Reportage de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Sur les rangs, 1406 nouvelles recrues. En face, pour le cérémonial de présentation au drapeau, le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité. Occasion d'édicter des consignes pour une carrière exemplaire au service de la patrie et de la loi. Comme on le dit au commando, être est une chose, mais demeurer est une autre. Il n'y a pas de pardon en gendarmerie. Ou tu es correct et on t'aide à évoluer, ou tu es incorrect et on t'aide à sortir de l'institution. Ceux qui se sentent incapables de suivre l'esprit de discipline de l'institution, qui se sentent incapables de travailler correctement, la porte est là juste derrière vous. Vous pouvez la prendre à tout moment. Nous n'en serions que heureux de voir que vous avez pris l'initiative
de vous éloigner de ce corps d'élite qui n'attend que servir, toujours servir et bien servir la population et la République. Outre les élèves sous-officiers, le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré s'est tourné vers les parents, invités à soutenir les nouveaux serviteurs de la maréchaussée ivoirienne pour tenir leur serment. Nous vous invitons, les parents, chers frères et sœurs, à être solidaires avec votre armée, à être solidaires avec vos gendarmes, à les aider à avancer tout doucement, parce que tout est au mérite dans cette institution. La promotion 2023-2025, qui compte en son sein 94 filles, a exprimé son engagement à honorer le drapeau et l'arme, conformément à la devise du corps, à travers son tout premier défilé militaire. Et puis on continue avec la formation au métier des armes. 115 élèves de 8 nationalités viennent d'achever leur cursus au sein de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Ils constituent la 78e promotion de l'établissement. Bingerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire. Cette cité abrite le MPT, École militaire préparatoire technique. Au terme de l'année académique 2023-2024, la 78e promotion, forte de 115 enfants de troupes, issus de 8 nationalités, a été baptisée. Une tradition avec un cérémonial militaire respecté chaque année en présence de personnalités et de parents. Vous êtes désormais des ambassadeurs d'une institution d'excellence qui vous a forgé aux valeurs de travail, de courage et d'abnégation. Fort de tous ces acquis, nous sommes convaincus que vous saurez relever tous les défis qui se présenteront à vous. Détermination est le nom de cette promotion qui a pour parrain leurs aînés de la 38e promotion qui ont, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, prodigué de nombreux conseils à leurs cadets. Chers fioles, c'est un honneur et un privilège pour nous, AET de la 38e promotion de l'EMPT, d'avoir été choisi comme parrain de votre promotion. Cette mission, nous comptons l'assurer avec le meilleur de notre détermination afin que la 78e promotion soit une référence. Ce drapeau symbolisant une passion a été remis à la 79e promotion qui s'est également engagée à maintenir le prestige de l'établissement. Au nom de la 79e promotion, je vous donne l'assurance que nous sommes bonne garde. Pour sa part, le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, général Lassina Doumbia, s'est félicité des efforts du gouvernement et de tous les encadreurs pour le rayonnement de cet établissement. L'EMPT persévère avec assiduité dans la préservation de ses lettres de noblesse. Elle demeure enracinée dans le respect des traditions et la culture de l'excellence. Pour ces raisons, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir été l'artisan de ce renouveau. La promotion de l'excellence était également au menu de cette cérémonie. 93 prix ont été décernés pour récompenser les meilleurs élèves, de même que des tableaux d'honneur et des prix spéciaux. Après le bac, l'orientation est la préoccupation principale des étudiants. Pour répondre à ces préoccupations, le salon d'orientation destiné aux nouveaux bacheliers a débuté hier à Abidjan, une initiative de grandécole.net qui vise à offrir une perspective universitaire aux nouveaux bacheliers. Pour cette deuxième journée, une grande affluence des parents et des élèves a été constatée. Ils sont venus choisir leurs futures études supérieures. Kassim Diabaté, Cheikh Bleu. Lycée classique d'Abidjan. Ici, plusieurs stands animés par des grandes écoles et universités proposent des filières aux nouveaux bacheliers pendant 3 jours. Quadio vient d'avoir son bac cette année. Il fait le tour, se renseigne, avant de faire son choix, le département d'histoire. Le salon représente une sorte de boussole, parce que c'est grâce au salon que je vais pouvoir, m'orienter dans la filière que je veux. Comme Quadio, ses élèves et parents d'élèves considèrent les salons d'orientation comme des guides. Ce salon représente une bonne opportunité, une grande opportunité. J'ai eu des informations sur diverses écoles. Il m'a plus briefé sur ma série qui m'intéresse, c'est-à-dire la génie civile. Les écoles m'ont conseillé, on nous a parlé aussi du prix et des débouchés. Parce qu'il faut aussi des écoles qui soient reconnues par l'État.
ne pas chômer demain. Ici, quand ils y arrivent, ils ont une panoplie d'informations disponibles et avec l'appui des conseillers d'orientation, ils pourront donc sélectionner les formations qui correspondent à leurs différents profils. Quelques jours après la proclamation des résultats du bac, c'est la course au recrutement. Toujours dans la commune de Cocody, un autre salon d'orientation. Celui-ci propose des études à l'extérieur du pays. Afoué est déjà étudiante. Ici, elle espère obtenir une bourse pour poursuivre ses études à l'étranger. Je suis à ce salon pour plus d'informations, pour voir s'il y a une possibilité d'avoir une bourse d'études pour poursuivre mes études en communication à l'extérieur du pays. Pour la promotrice, il faut présenter toutes les opportunités à travers le monde aux étudiants et nouveaux bacheliers en leur donnant le maximum d'informations. Le but de ce salon, c'est l'orientation de la jeunesse africaine. Et qui dit orientation, dit on veut lutter contre le chômage, c'est l'adéquation formation-emploi. Donner toutes les informations nécessaires aux bacheliers ainsi qu'à leurs parents et leur montrer, les orienter pour les métiers de demain dont notre continent en a besoin. Le salon de l'orientation est souvent le lieu où la majorité des nouveaux bacheliers décident de leur avenir. Dans un monde en pleine mutation, des filières deviennent vite dépassées, non productives, au profit de disciplines plus adaptées au marché du travail, d'où la veille permanente et les conseils avisés des spécialistes. Et pour continuer à parler de cet univers de l'éducation et de l'orientation, nous recevons ce soir Philippe Auster, directeur exécutif senior de HEC Paris. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir à toutes et tous, merci de me recevoir. Alors vous êtes en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de ces salons d'orientation que vous avez eu l'occasion de visiter. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tout d'abord, il faut commencer par féliciter tous ces bacheliers qui ont eu leurs résultats un peu plus tôt il y a quelques jours et le travail assez remarquable, je trouve, des services des ministères de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, parce qu'on développe ici un enseignement supérieur, académique de très grande qualité. Nous, on le voit à HEC parce qu'on admet ces étudiants ivoiriens qui rentrent par la voie des classes préparatoires, par exemple l'ESTEM de Casablanca, par la voie de programmes que nous portons, nous, ici à HEC, comme Pacte Afrique, et on les voit arriver, ils sont chaque année plusieurs dizaines, encore une fois, cette année, il y a une bonne dizaine d'admis ivoiriens à HEC. Et donc, ces étudiants, eh bien, ils rentrent chez nous et ils se comparent, ils évoluent avec les meilleurs étudiants issus des classes préparatoires françaises, mais également des étudiants du monde entier, des Chinois de l'université de Tsinghua, des Indiens des meilleurs instituts technologiques d'Inde, des Américains de l'université de Yale, et j'en passe pour ne donner que quelques exemples. Il n'en reste pas moins que l'orientation est un défi, une problématique très importante, fondamentale et je dirais même mondiale. Alors justement, quand on parle d'orientation, pour les étudiants qui nous regardent ce soir, quels sont les critères aujourd'hui qu'ils doivent privilégier dans leur choix académique? Alors j'aurais quelques peut-être conseils et recommandations à donner à ces étudiants qui cherchent à s'orienter. Tout d'abord, le premier point, c'est de dire que les études, en fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Beaucoup de parents, d'enfants qui viennent me voir et disent « Je veux que ma fille fasse Polytechnique, je veux que mon fils fasse HEC ». Eh bien, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Faire l'INPHB, faire le NCA, faire les filières de Sciences Éco, d'Houphouët-Boigny ou de Matinfo, c'est un moyen pour arriver à un métier. Et donc, il faut se concentrer sur ce métier en priorité et utiliser tous ces réseaux personnels, professionnels, pour exposer les jeunes un maximum et dès que possible et quand c'est possible à cet environnement professionnel pour qu'ils se projettent dans un emploi ou dans un secteur d'activité. Alors, s'assurer aujourd'hui que les choix académiques sont en accord avec le monde de l'emploi, oui, ça reste une grande priorité. C'est une énorme priorité. Je dirais que c'est un peu la deuxième recommandation, c'est d'être à l'écoute de ce monde qui vient, des grands changements structurels du monde de l'emploi, portés par la troisième révolution industrielle que nous sommes en train de vivre et la digitalisation de l'économie. Alors pour ça, pour connaître un peu les métiers de demain, j'ai interrogé deux intelligences artificielles génératives, donc ChatGPT que tout le monde connaît et Claude que tout le monde ne connaît pas encore, mais qui se développe très fortement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, c'est très simple, les métiers, j'en cite quelques-uns, de l'avenir, eh bien c'est éthicien de l'intelligence artificielle. Éthicien?
comment donner de l'éthique aux thématiques de l'intelligence artificielle, comment faire de l'intelligence artificielle dans des conditions et des contextes éthiques. Quoi d'autre? Consultant en économie circulaire, bon, un petit peu plus classique, expert en cybersécurité médicale, spécialiste en interaction homme-machine, et puis expert en tourisme spatial, nous dit Claude. ChatGPT, c'est gestionnaire de la transition énergétique, agriculteur urbain, celui-là j'aime bien, et puis technicien en maintenance de drones, coach en bien-être digital, c'est-à-dire comment on articule nos vies digitales avec la vie réelle dans ce monde réel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les établissements suivent le pas de cette révolution industrielle? On arrive à proposer des formations qui vont permettre rapidement aux étudiants d'évoluer dans un bon cadre dans cet univers qui change. Je crois que c'est peut-être le troisième conseil à recommander, c'est aller vers des formations qui privilégient en fait le learning by doing, le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi qui apprennent à apprendre en vérité. Larry Summers, vous le connaissez peut-être, c'est tout simplement l'ancien patron du Trésor américain. Il a été conseiller donc, de Bill Clinton, de Barack Obama. Et il a été aussi un peu le président de cette petite université qu'on appelle Harvard. La semaine dernière, il faisait une interview qui a très bien résumé le fond de ma pensée. Il dit quelque chose dans ce monde qui bouge, dans ce monde qui vient. On bassine un peu les jeunes avec le code. Il faut apprendre à coder. Il faut apprendre à coder, il faut se former au codage pour construire ces plateformes. En vérité, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle prend le relais sur l'intelligence humaine lorsqu'il s'agit de codage. C'est un peu comme à l'époque, quand on achetait sa première voiture, on nous conseillait d'apprendre la mécanique pour pouvoir la réparer de temps en temps quand on en avait besoin. Eh bien, ça ne sert plus à rien. Le monde s'en est occupé, la technologie s'en occupe. Donc c'est important d'aller vers des formations, et c'est là mon conseil, ma recommandation, des formations qui sont ouvertes sur le monde, des formations qui fédèrent des jeunes et moins jeunes qui viennent d'horizons différents. Donc à HEC, on accueille des économistes, on accueille des techniciens, des gens issus des sciences dures et des sciences humaines, et tout ça, ça crée une belle mixité propice à l'apprentissage. Alors vous répondez en partie à ma dernière question. Je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer de recommander des formations transversales ou plutôt des spécialisées? Au contraire, les formations trop spécialisées vont très vite devenir obsolètes. Par contre, créer des compétences qui permettent de travailler en groupe, de construire et de créer des contextes d'innovation et de créativité, créer des formations qui ouvrent et qui génère de l'interactivité, là c'est vraiment le cœur un peu de nos métiers actuels. Encore une fois, je reviens à cette notion d'apprendre à apprendre. Merci Philippe Auster d'être venu sur le plateau de NCI News. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif senior de HEC Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on continue notre journal en visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 11e édition des As de la communication et de l'événementiel. Patrick Mouyaya Katwembe, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, a visité ce vendredi les locaux de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle à Abidjan. Au plateau, ils ont été reçus par son président et ses collaborateurs. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Entretien avec le président de la ACA, Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Séance de travail élargie aux collaborateurs des deux personnalités, meublée par une présentation de la structure de régulation ivoirienne, de son fonctionnement et de ses projets à l'ordre du jour, et visite du centre d'observation des programmes, ont été les grandes articulations de cette visite du ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, au siège de la ACA, à Abidjan-Cocody. Patrick Mouyaya Katwembe a marqué sa satisfaction au terme de cette visite. Ici, j'ai été édifié notamment sur la collaboration qui existe entre cette structure et les plateformes, notamment les influenceurs et tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés. Et dans les cadres de ma collaboration avec le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication chez nous, nous allons voir comment nous pouvons profiter de l'expérience ivoirienne pour être en mesure de consolider un certain nombre de choses. Le ministre Katwembe est en terre ivoirienne dans le cadre de la 11e édition de l'ASCOM, As de la communication, du marketing et de l'événementiel d'Abidjan. Avant sa visite à la ACA, le ministre congolais de la communication a échangé avec son homologue ivoirien, Amadou Koulibaly.
Les souvenirs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la plus belle jamais organisée, sauvegardée à travers un livre héritage intitulé La CAN 2023 de l'hospitalité. Présenté officiellement ce mercredi en présence des acteurs du sport dans le pays, le livre compte 192 pages d'images et de textes pour rappeler les moments forts de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Après la victoire des éléphants à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, place à la sauvegarde de l'histoire. Des images et des textes, le tout consigné dans un livre héritage de 192 pages intitulé « La CAN 2023 de l'hospitalité ». La méthode de travail a été de laisser travailler les photographes et puis de les surprendre en faisant le choix des meilleures photos qui relataient de façon, je dirais, linéaire l'activité depuis 2013 jusqu'à la consécration finale. Selon Mahama Koulibaly, l'œuvre est constituée essentiellement d'images prises par des photographes professionnels venus de tout le continent. Quand je vois ce livre, je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, c'est ce qui va rester pour la génération à venir. Le Maroc, prochain organisateur de la CAN, espère de même se servir du modèle ivoirien. Il permettra non seulement aux générations actuelles de se remémorer ces moments d'émotion qu'on a tous vécu en Côte d'Ivoire, mais aussi permettre aux générations à venir de se remémorer ce qu'ont fait les aînés et ce travail formidable qui a été fait par la Côte d'Ivoire pour organiser la plus belle CAN de l'histoire. Nous espérons que la prochaine CAN qui sera au Maroc sera aussi l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle. Félicitant l'initiative, Amadou Koulibaly et Adjé Silas Metch ont rappelé l'importance de préserver les acquis de cette compétition historique pour la Côte d'Ivoire. Le plus bel héritage, ce sont ces émotions que nous avons vécues, qui resteront à jamais gravées dans nos cœurs et qu'une initiative comme le beau livre va nous rappeler chaque fois comme des piqûres de rappel, nous faisant revivre toutes ces émotions-là. Il revêt un faisceau d'intérêts culturels, éducatifs, économiques, touristiques, sociopolitiques. C'est une vraie mine d'or. Le livre héritage de la CAN 2023 est vendu à 59 900 francs. Ses initiateurs voudraient, à travers chaque page, réveiller la nostalgie vécue durant chaque match de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et on termine ce journal sur ces belles images qui nous rappellent de beaux souvenirs. C'est la fin de ce journal et donc je vous souhaite de passer un agréable week-end sur les antennes de NCI. Bonsoir.